Bonjour à tous, bienvenue pour ce carnet de notes du mois de mai. Un mois de mai qui généralement rime avec Interclub pour tous les joueurs amateurs, mais également pour les semi-pros, ceux qui jouent toute la saison les tournois futurs et ITF, et qui financent leur saison grâce à ces matchs par équipe. Donc c'est pour ça que ce mois de mai, il y a eu beaucoup plus de joueurs, exceptionnellement, beaucoup plus de matchs joués, de tournois joués par les pros, le top de nos joueurs, que par les joueurs de futur et ITF. Et c'est surtout chez les garçons que vraiment il y a eu de très très bons résultats. Je vous détaille ça tout de suite. Sortir un podium, un top 3 parmi ces joueurs a été vraiment très difficile parce que les résultats ont été nombreux, de très bonne qualité. Et j'ai finalement décidé de mettre à la première place Steve Darcy, tout simplement parce qu'il n'a subi que 2 défaites sur ce mois et c'était à chaque fois face à des top 10, donc vraiment le tout haut niveau. En Turquie, c'est en quart de finale qu'il a perdu contre Marin Cilic. C'est tout de même son 3e quart de finale cette saison en tournoi ATP après Sofia et Del Rebic, donc vraiment un tout haut niveau. Par la suite, il a été à Bordeaux, un club qu'il connaît vraiment très très bien, pour jouer le Challenger, un excellent Challenger, vraiment d'un top niveau, et il l'a remporté. C'est sa 10e victoire en Challenger, mais c'est vraiment le plus gros tournoi qu'il ait gagné jusqu'ici, hormis les 2 tournois ATP, ces 2 victoires en ATP. Et cette victoire lui permettait d'atteindre son meilleur classement historique, je vous en parle tout à l'heure dans les classements. Fort de ce très bon mois, il espérait vraiment réaliser un gros coup à Roland-Garros. Malheureusement pour ça, il aurait fallu un petit peu de chance au tirage au sort, il n'en a pas eu, puisqu'il est tombé d'entrée contre Milos Raonic. Et il n'a jamais vraiment eu la possibilité de faire le match qu'il aurait voulu. Le deuxième de ce podium, c'est David Goffin. Alors oui, effectivement, pour un joueur belge arrivé en quart de finale et en 8e de finale lors de 2 Masters 1000 et n'être que 2e du mois, c'est assez étonnant. Mais j'essaie de comparer ce qui est comparable et David est tellement au-dessus des autres joueurs belges que voilà, c'est difficile de le comparer avec les résultats de Steve. Car oui, pour David, un quart de finale et un 8e de finale en Masters, donc c'était à Madrid et à Rome, c'est presque des résultats normaux. Il est capable de faire mieux, dans ce cas-là il aura la première place de ce podium. Il peut aussi avoir des mois un petit peu moins bien et dans ce cas-là il ne sera pas sur le podium. Mais vraiment, c'est le niveau actuel du David Goffin de 2017. Je ne peux pas lui mettre au-dessus de Steve qui lui a vraiment joué au-dessus de son niveau pendant ce mois-ci. Et puis malheureusement, le mois s'est terminé assez mal pour David puisqu'il y a eu cette fameuse blessure à Roland-Garros qui l'a empêché de faire le parcours qu'il aurait voulu. On a tous vu cette chute à Roland-Garros, on espère évidemment avoir de très bonnes nouvelles dans les jours qui viennent et on espère qu'il pourra disputer une saison, la suite de la saison assez correcte et notamment directement sur gazon. À la 3e place du podium, mais tout de même loin de nos 2 leaders, il y a Arthur de Greef qui joue son meilleur mois depuis un bout de temps tout de même. Alors, au tout début du mois, il a quand même eu une petite déception puisqu'il a disputé les qualifications du tournoi de Munich, mais il a perdu d'entrée face à un joueur qui était quand même à sa portée. Par la suite, il a tenu 3-7 face au très grand talent américain Tiafoe lors du premier tour du Challenger d'Aix-en-Provence. Et il a ensuite atteint les demi-finales de celui de Bordeaux. Il s'agit de sa 9e demi-finale en Challenger, mais la première cette année. Il a poursuivi par un très bon tournoi qualificatif à Roland-Garros, où il est sorti des qualifications pour la toute première fois en Grand Chelem. Malheureusement, au premier tour, il est tombé contre Richard Gasquet en faisant un bon match. Bon, c'est juste dommage que malheureusement, il n'a pas l'habitude des matchs en 5-7, et on l'a vu, il a un petit peu craqué physiquement sur la fin. Plusieurs autres joueurs méritent une mention pour des résultats relativement supérieurs à ce qu'ils font habituellement. C'est le cas par exemple de Ruben Bemmelmans qui a atteint une demi-finale au Challenger de Chimkent, mais qui malheureusement a perdu au premier tour des qualifications à Roland-Garros. Le parcours parisien de Kimmer Coppejans n'a pas été plus heureux, mais auparavant il avait lui aussi atteint une demi-finale en Challenger, c'était à Rome, et en plus il avait battu le top 100 Pavlasek. Clément Gaines, qui joue de plus en plus souvent en Challenger, a réussi à battre son premier top 100 à Aix-en-Provence. C'était Renzo Olivo, le joueur qui a battu Tsonga à Roland-Garros tout de même. Par la suite, Clément a également atteint un quart de finale à Chimkent et ce n'est que la 3e fois que Clément atteint ce stade-là ou plus dans un Challenger. Notre numéro 1 WTA, Alison Van Uytvanck, comme Arthur de Greef, a réussi à sortir des qualifications de Roland-Garros, mais en plus elle a franchi un tour dans le grand tableau et n'a été battue qu'en 3-7 par la numéro 9 mondiale Radwanska. Souvent blessée depuis un an, Alison avait dû renoncer à disputer le tournoi parisien l'année dernière, tout comme l'Open d'Australie en ce début d'année, et donc c'est vraiment un résultat qui doit la soulager énormément, d'autant qu'auparavant elle avait également
lors des 100 000 $ de Cagnes-sur-Mer et de Trnava, a atteint un quart de finale et un deuxième tour, donc des résultats là aussi très positifs. La préparation d'Elise Mertens pour Roland Garros n'a pas été idéale. Elle a perdu au deuxième tour à Rabat et au premier tour à Nuremberg. Attention, les deux fois, elle a tout de même seulement été battue par des têtes de série. Du coup, la perspective de retrouver de nouveau l'Australienne Gavrilova, qui lui avait donné une petite leçon au Maroc lors du premier tour de Roland Garros, c'était vraiment pas idéal. Mais Elise s'en est vraiment sortie avec brio et elle a encore franchi un deuxième tour avant de perdre sur le central face à Venus Williams. C'était la première fois qu'Elise passait un tour dans un grand chelem et elle a même passé 2 tours, donc c'est vraiment de nouveau une très belle expérience qui va lui servir pour la suite. Notre troisième joueuse, c'est Janina Wickmayer, même si elle n'a réussi comme meilleur résultat qu'un quart de finale aux 100 000 $ de Trnava. Une Janina blessée qui essaye de retrouver son meilleur niveau. C'est assez étonnant d'ailleurs parce qu'elle est toujours gênée, mais elle joue énormément. Elle a joué toutes les semaines ce mois-ci. Elle a également été battue au premier tour à Rabat et au deuxième à Nuremberg. Par la suite, elle a encore perdu au premier tour à Roland Garros. Alors c'était à chaque fois face à de bonnes joueuses, des têtes de série, donc rien d'infamant à ça. La seule vraie contre-performance de son mois, c'est à Cagnes-sur-Mer, à 100 000 $ où elle a perdu d'entrée contre une jeune Ukrainienne qui était sortie des qualifications. Les résultats en futur et en ITF sont nettement moins bons, je vous l'ai dit. Une seule exception, le mois de Yannick Van Den Bulk qui a vraiment été très bon. Il a notamment atteint sa toute première finale en 25 000 $ à Bastad. En plus, ce tableau à Bastad était vraiment très relevé. Il a battu 2 têtes de série et l'ancien top 100 Jürgen Zopp. La semaine précédente, Yannick avait déjà atteint un quart de finale en 25 000 $ à Naples. Michael Geerts s'est montré très discret depuis le début de la saison sur le circuit futur, pour la bonne et simple raison qu'il est parti étudier aux États-Unis, à l'université d'Arizona. Il a disputé quelques tournois là-bas aux États-Unis, mais vraiment très peu. Et donc son retour en Europe est plutôt réussi puisqu'il a atteint une demi-finale aux 15 000 $ de Prague. Chris Heyman est le troisième du podium. Il n'a atteint que 2 quarts de finale à Hammamet. Il était tête de série numéro 2 dans les 2 tournois. Donc il a été battu par des joueurs hors du top 500, ce qui n'est pas une excellente performance pour lui. Il espérait certainement aller plus loin dans ces 2 tournois. Mais je vous l'ai dit, les résultats ont été vraiment très peu nombreux pour les joueurs belges à ce niveau-là. Et donc ces 2 quarts de finale constituent bien la troisième performance du mois. Chez les filles, la meilleure performance ITF du mois est à mettre à l'actif de Deborah Kers qui a atteint la finale à Hammamet tout comme Chris Heyman. Après un début de saison en demi-teinte, ça a de quoi rassurer Deborah qui n'avait plus atteint une finale depuis le mois de septembre et qui a également la semaine suivante encore passé un tour toujours à Hammamet. Comme le mois dernier, Isaline Bonaventure occupe la 2e place de ce classement. Alors en avril, pour son 2e tournoi de rentrée, elle avait réussi à s'imposer aux 15 000 $ d'Antalya. Pas de victoire en mai, mais tout de même 2 quarts de finale, cette fois-ci dans des 25 000 $. Donc le retour d'Isaline est plutôt réussi. Malheureusement, bien sûr, avec la blessure qu'elle a eue, ça va être lent avant qu'elle puisse revenir à son meilleur niveau, qui se situait dans le top 200. Et même à l'époque, elle visait vraiment le top 100. Donc ça va mettre du temps. Il ne faut pas s'attendre à voir Isaline pouvoir revenir dans les qualifications de Grand Chelem encore cette année. Mais vraiment, elle est sur la bonne voie. Magali Kempen a aussi connu son lot de pépins physiques depuis le début de sa carrière. Ça semble aller mieux depuis le début de l'année et elle a encore atteint un quart de finale au Caire dans un 15 000 $. À la fin du mois, elle a encore franchi un tour à Antalya, toujours dans un 15 000 $ et en battant la 3e tête de série du tournoi. Les juniors ont également été très présents en interclub, ce qui explique un mois de mai assez calme de ce côté-là. C'est finalement dans les catégories d'âge inférieur qu'on retrouve les meilleurs résultats belges, notamment lors de 2 tournois disputés en Slovénie. C'était des catégories 2 à la fois en U16 et en U14, mais c'est en U14 qu'on a le mieux réussi. Il y avait tout de même 28 Belges qui disputaient ces 2 tournois. Les fortunes y ont été assez diverses, mais la meilleure joueuse belge a été largement Anne van de Winkel. Anne a aligné une demi-finale et une finale en simple en U14, et elle a également disputé une demi-finale en double. Après des victoires dans les 3 plus gros tournois nationaux de ce début d'année, à l'Argaillon, au Wimbledon et au Brugge, dans sa catégorie d'âge évidemment, Anne confirme vraiment qu'elle a un potentiel très intéressant. Notre 2e meilleur joueur en Slovénie, c'était Martin Katz. Alors Martin a atteint un quart de finale la première semaine en simple et un 8e en la 2e semaine.
Les 2 fois, il a battu une des 8 premières têtes de série du tournoi, donc ce sont vraiment 2 très bons parcours. Et en plus, il a également atteint à chaque fois la demi-finale en double. Martin confirme là aussi vraiment un très très bon potentiel. Et si le patronyme de Katz vous dit quelque chose, oui, je vous le confirme, il s'agit bien du petit frère de Justine Katz, la journaliste de la RTBF. Retour chez les juniors pour la 3e place avec la demi-finale de Arnaud Bovy au grade 4 de Casablanca. Alors c'est la 3e demi-finale déjà d'Arnaud depuis le début de l'année, il avait même atteint une finale à Antalya, donc c'est vraiment un excellent début de saison pour Arnaud, qui mérite de remporter son premier tournoi ITF, et j'espère que ce sera durant cet été. Enfin, une petite mention pour Aksana Marine, qui n'a pas très bien joué en simple, mais qui a tout de même remporté un tournoi grade 2 à Salso Maggiore en double. Ça n'est que du double, vous allez me dire, mais c'est tout de même sa plus grosse victoire jusqu'ici. Un grade 2, ça commence à devenir vraiment un très haut niveau, et j'espère que ça pourra lui redonner confiance pour la suite de sa saison. La catégorie autre a depuis le début de l'année surtout consacré le double, mais ce mois-ci c'est vraiment le tennis en fauteuil qui est à l'honneur, avec cette superbe 3e place au championnat du monde par équipe de notre équipe nationale. C'était là aussi à Salso Maggiore. Alors le pilier de l'équipe, ça a évidemment été Joachim Gérard, notre numéro 3 mondial, qui a remporté tous ses simples, notamment face au numéro 4 argentin Fernandez. Mais l'équipe n'aurait jamais atteint la 3e marche du podium sans l'apport du tout jeune Jeff Van Dorp, qui a à peine 15 ans et qui a battu le 21e mondial, l'argentin Letsema. En plus, il a remporté tous ses doubles, dont un avec le 3e homme Gert Voss, et surtout le dernier face à la Pologne pour apporter le point décisif et remporter donc cette médaille de bronze. Quant à Joachim, qui a reporté une opération à l'épaule pour pouvoir disputer ce tournoi, et il a bien fait, on le voit, il est passé sur le billard, ça s'est bien passé, mais malheureusement il a quand même dû faire l'impasse sur Roland Garros. On espère encore qu'il pourra disputer Wimbledon, mais c'est pas sûr. Mais de toute façon, on le retrouvera pour la suite de la saison, et on espère qu'il sera vite remis de cette blessure. Pour la 2e place, on n'a pas su départager Marina Zanevska et Kirsten Flipkens, qui ont toutes les deux atteint une finale en WTA. Alors Marina, c'était à Rabat, et c'était sa 3e finale déjà en double, une 3e finale au plus haut niveau. Quant à Kirsten, c'est seulement sa 2e finale, mais elle avait remporté la première, c'était à Séoul, ici c'était à Nuremberg qu'elle a atteint la finale. Encore un duo pour la 3e place, avec Joran Wigen qui a retrouvé son partenaire fétiche Sander Gillet, qui est revenu de blessure. Et les résultats n'ont pas tardé à arriver, puisque ils ont remporté le 25 000 $ de Naples et par la suite le 15 000 $ de Bucarest. Leur total monte maintenant à 19 titres ensemble, dont 17 sur les 2 dernières années, c'est juste énorme. Et plus tôt dans le mois, ils avaient déjà atteint une demi-finale en Challenger à Ostrava. Il n'y a eu que 2 tournois du Belgian Circuit en ce mois de mai, donc je ne vais pas consacrer une catégorie spéciale pour le Belgian Circuit ce mois-ci. Je passe directement au classement. Au classement, la grande nouvelle, c'est donc Steve Darcy qui rentre dans le top 40 pour la première fois et qui dépasse son meilleur classement historique qui datait d'il y a presque 10 ans. Arthur de Greef remonte également un petit peu, et plus loin, Yannick Van den Bulck réussit vraiment la belle opération du mois. Pas mal de joueurs perdent des plumes ce mois-ci en raison de points qu'ils n'ont pas pu conserver, qui datent d'il y a 12 mois. C'est le cas donc, vous voyez, de Germain Gigounon forcément à cause de sa blessure, mais aussi de Julien Dubail, Julien Canigna, Omar Salman ou Sander Gillet. Chez les filles, pas de changement notable, si ce n'est un léger frémissement tout de même pour Alison Van Uytvanck, qui va se confirmer dans une plus grande ampleur après le très beau Roland Garros qu'elle a réussi. Chez les juniors, Arnaud Bovy continue sa progression et se rapproche du top 500. Theo Van de Weeg et Romain Faucon progressent également. Enfin, en cadet, les 2 joueurs dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont donc Anne van der Winkel et Martin Katz, récoltent les fruits de leurs très beaux résultats à Maribor. Voilà qui conclut ce carnet de notes du mois de mai. Le mois prochain, ce sera consacré essentiellement à la saison sur le gazon, sans doute sans Wimbledon qui déborde trop largement sur le mois de juillet. Mais il y aura aussi pour les joueurs de futur, les tout premiers futurs du circuit belge à Avry et à Arlon. D'ici là, je vous retrouve de toute façon avec Joël dans quelques jours pour commenter tout ce qui s'est passé à Roland Garros. Salut!